Nous sommes dans le chef-lieu du sud de Bangui. Merci de votre fidélité. Vous avez bien fait, madame, messieurs, de choisir CCTV pour vous informer. Voici les sommaires de ces kiosques de ce mercredi 10 mars 2021. Après son bref passage au niveau de Kinkole et l'entrevue avec les pêcheurs, le président de la République reprend donc le bâton de pèlerinage. Il sera tout à l'heure au grand marché de la ville de Kinshasa dans un entretien face à face à bâton rompu avec les maraîchères, mais aussi des syndicalistes de ces grands marchés. Cette épineuse question de la vente du grand marché et la construction d'un complexe de supermarchés modernes est au centre et sera au centre de cette entrevue avec le président de la République. Certainement, c'est des questions qui concernent le social, que ce soit des pêcheurs, l'autre fois au niveau de Kinkole, comme il en sera aujourd'hui question au niveau du marché central de Kinshasa. Les activités sont presque paralysées dans cette partie de la ville de Kinshasa, des barricades ici, des barricades là, aux abords de l'hôtel de ville, tout comme dans les grandes entrées et cet espace d'échange de commerce de la ville de Kinshasa. Des embouteillages monstres, on en parle de plus en plus. Le peuple reste en tout cas orphelin. Personne ne pipe mot Ngobila dans un sommeil assourdissant, tout comme les patrons de la police ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo. Il se bat actuellement seul pour pouvoir réguler un peu la circulation dans la ville. Quelles sont les recettes pour cette ville de Kinshasa? On a dit qu'hier, le Belge avait construit cette mégapole pour 3 millions de personnes. Aujourd'hui, on en est à plus de 10 millions. On va aussi revenir sur le mode de notre transport en commun dans la ville de Kinshasa. Les transports de masse, tous convergent le matin vers Gombe, mais tous soir quittent la Gombe pour rentrer dans différentes communes. Deuxième audience en foraine dans cette affaire de l'argent détourné alloué à l'enseignement et à la gratuité. Hier, les avocats du patron de SECOP a demandé la disjonction de l'affaire. Niet, Dixit, les parties civiles, tout comme le parquet, et le juge a suivi donc l'avis du parquet, tout comme des parties civiles. Il n'y aura pas d'injonction. Ce procès va se poursuivre au niveau de la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Deuxième convocation également pour l'ancien patron de l'ANER, mais il ne s'est pas présenté. Il demande même la réquisition du juge. Alors, on va en parler tout à l'heure. La prochaine étape, c'est quoi? Mandat de prise de corps. On va en parler tout à l'heure avec un invité. Lui, il est à sa première participation. Il s'appelle Fiston Ilangui. Il est urbaniste, spécialiste des questions urbanistiques. Je disais tout à l'heure qu'il est à sa première participation à ce magazine de kiosque. Fiston, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour à tous nos téléspectateurs. Plusieurs demandes et votre première participation en kiosque. Et vous avez de temps en temps les sous ce magazine à la maison. Merci pour cette invitation. Je suis honoré. J'ai vraiment un grand plaisir de passer ici pour la première fois. Kiosque, une émission intelligente, une émission objective. Je suis très heureux de participer pour la première fois. C'est à moi plutôt de dire, je fais appel à vous parce que vous êtes un urbaniste. Aujourd'hui, on a eu ces débats houleux à Kitambo avec vous sur les réseaux sociaux, les embouteillages de Kinshasa. Personne n'en parle. Ça ne met ni Ngobila, ça ne met ni Sylvano Kassongo, mais c'est des Kinoises et Kinois qui en pâtissent. Quelle est la nouvelle recette aujourd'hui? Pourquoi cet embouteillage? Comment cela peut se justifier? Voilà, la ville de Kinshasa, il faut rappeler l'historique de la ville de Kinshasa en termes de conception. Cette ville élève de Belges, ce sont des Belges qui avaient construit Kinshasa. Et avec le Belge, ils avaient leur politique urbaine, c'était la ségrégation. Donc les Belges voulaient à tout prix se séparer avec les Noirs. Voilà pourquoi ils avaient conçu la ville de Kinshasa en focalisant presque la quasi-totalité d'équipements collectifs à Gombe. Quand je parle d'équipement collectif, je vois les hôpitaux, les bureaux, les ministères, ainsi de suite. L'administration. L'administration, ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on a focalisé tous les équipements vers Gombe. Et cela entraîne le matin du mouvement pendulaire. On quitte la maison pour dire que non, je vais à ville, la Kéiville. Mais comment au Kéiville aussi longtemps que vous restez dans la ville de Kinshasa? Donc comprenez que de l'autre côté était resté... C'est comme une ville dans une ville. Une ville dans une ville. Un pays dans un pays. Un pays dans un pays. Donc comprenez déjà que les communes de la ville de Kinshasa restantes
sont considérées aujourd'hui comme des cités dortoirs. On y rentre pour dormir. Or, les équipements collectifs sont synonymes de concentration. Les équipements collectifs font appel aux gens. Il faut phagocyter les moins, parce qu'on s'adresse aux téléspectateurs qui, peut-être les moins, qui ne comprennent pas, donc il faut vulgariser comme on dit chez nous en journalisme. Voilà. Je disais ceci, les équipements collectifs, je donne un exemple. Par exemple, une école. Une école est synonyme de concentration. Ça fait appel aux gens. Et lorsque vous concentrez la majorité, la quasi-totalité d'équipements collectifs à Gombe, ça traîne des mouvements pendulaires. En entraînant des mouvements pendulaires, on constate qu'on est face à une ville qui a déficit en termes d'infrastructures routières. Vous allez vous rendre compte que le matin, tout le monde a tendance à aller vers la ville. Donc du coup, on est face à un mouvement pendulaire sans cynique. Or, aujourd'hui là, avec l'explosion démographique, la scène politique belge ne marche pas. Ah oui. Et aujourd'hui, nous devons arriver à réaménager nos villes congolaises par rapport à nos réalités sociologiques. Et voilà pourquoi on avait formé même des urbanistes au pays, pour que ces gens-là puissent venir faire des diagnostics urbains appropriés dans nos villes et prescrire des prescriptions urbanistiques appropriées pour guérir nos villes. La ville est comme un être humain. Au Botami, au Koli, un jour vous allez disparaître. Même si vous allez mourir, on doit quand même soigner la ville. Et celui qui est censé soigner la ville, le médecin de la ville, c'est l'urbaniste. Mais lorsqu'on réfléchit en termes des problèmes urbains, on tourne les dos aux urbanistes. Moi je pensais, c'est peut-être pas moi, les Quinoises et les Quinois pensaient qu'avec les sauts de mouton, on aurait plus ces embouteillages. Est-ce que c'est parce que nous avons peut-être pas des transports en commun, comme on dit des transports de masse? Dans des grandes villes, hein, vous avez des tramways, vous avez des TGV qui viennent, ils vous prennent 3-4 000 personnes, par exemple, dès qu'ils tapent au magasin, on vous déverse vers la gare centrale. Il y a encore un train qui quitte la gare de Kimweza qui passe par Matete. Il y a encore l'autre qui quitte Massina et qui passe. Et comme ça nous éviterait peut-être les arrêts intempestifs des véhicules, ou soit encore désengorger les voies secondaires, ou, je me demande encore ce questionnement, recréer une nouvelle ville comme on a vu au Nigeria, à Abuja, on a vu un peu en Égypte. Vous avez raison, mais lorsque vous parlez des trains, regardez également les infrastructures par rapport aux trains. Regardez là où on avait prévu que les trains devaient passer, mais aujourd'hui c'est déjà spolié. Or, en matière d'urbanisme, de zones pareilles sont frappées des servitudes non édificantes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire. Mais tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, normalement, on devrait changer le mode de transport de la ville de Kinshasa, Vous voyez, mais malheureusement, lorsqu'on avait amené le projet des sauts de moutons, j'avais dit ça en amont, ça fait 2 ans, il y avait même des publications, des interviews, j'avais dit que l'érection, sinon la construction de sauts de moutons de la ville de Kinshasa, ce n'est pas une panacée en matière d'urbanisme, sinon pour résoudre le problème des embouteillages de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, j'espère qu'on me donne raison. On a construit les sauts de moutons, mais c'est comme si on a amplifié encore des embouteillages de la ville de Kinshasa. Rien ne marche. Mais il faut se poser la question, qui avait amené un projet pareil au président de la République? Est-ce que le président de la République avait consulté les urbanistes? Parce que les urbanistes ne sont pas des décideurs. Ils sont là pour apporter des conseils aux décideurs. Qui avait conseillé de faire ça? Alors, finalement, on n'aura que nos larmes et nos yeux pour pleurer. Il n'y a pas de perspective. Parce que, écoutez, moi, je dois quitter chez moi à Kitambo ce matin, devant le stade Vélodrome, pour arriver vers l'école, comment ça s'appelle sur Mondiba. Je fais 1h25. C'est inadmissible. Les parents doivent aller déposer les enfants à l'école, ils doivent prendre des motos et dépenser plus de 10 000 francs. C'est inadmissible. Moi, je pense qu'à terme de perspectives d'avenir, nous pouvons dire ceci. Oui. La ville se développe. La ville n'est pas statique. La ville, elle est dynamique. Le plan d'urbanisme, tout ça doit suivre le dynamisme de la ville. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Il y a un plan d'urbanisme qui existe, c'est depuis 2015. Qu'on appelle SOSAC, je ne sais même pas si le gouverneur il sait qu'il y a la ville de Kinshasa un plan d'urbanisme. Donc, depuis que le Belge était parti, on devait actualiser notre plan d'urbanisme, mais cela n'était pas fait. Mais avec Imbuta, il a eu quand même à donner la ville de Kinshasa un plan d'urbanisme qui a la force de la loi aujourd'hui. Mais malheureusement, ce plan n'est pas appliqué. Or, dans ces plans-là, on avait essayé d'orienter la ville autrement. On avait pensé qu'on puisse orienter la ville vers l'est de la ville de Kinshasa. On devait faire des nouvelles villes là-bas. Mais allez voir aujourd'hui là-bas, les chefs coutumiers sont en train de faire n'importe quoi. Pourquoi on n'arrive pas à respecter cela? Mais je dis ceci, pour résoudre tant soit peu ces problèmes, on doit arriver à décentraliser les équipements collectifs. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser focaliser la quasi-totalité des équipements collectifs de la ville de Kinshasa à Gombe. Non,
on doit décentraliser, on doit doter nos communes des équipements collectifs. Moi, je suis en Galema. Si je vais aller au boulot, je vais faire quelque chose, acheter, je ne suis pas obligé d'aller dans Zandu. Je peux acheter ça de l'autre côté. Merci. Mais Zandu m'appelle toujours parce que cet équipement est de l'autre côté. Mais Mouzé avait construit aussi, comment ça s'appelle, mais le marché de la liberté, ça n'a toujours pas répondu aux besoins. Hein. Non, mais ce n'était pas significatif. Il a construit de l'autre côté, mais l'ouest, il n'y a presque rien. Merci beaucoup, Fiston Ilangui. Urbaniste, de temps en temps, s'il y a des questions urbanistiques qui nous concernent, qui concernent les Quinois, nous allons peut-être faire appel à vous, mais pendant ces temps des embouteillages, grand merci à vous. Désormais, notre consultant sur des questions qui concernent l'urbanisation. Au revoir et à la prochaine. Merci. Allez, on va aller dans le vif de l'émission, on va parler politique. Vous avez compris que c'était vraiment une analyse technique de la question. Il n'y aura peut-être pas d'ajout, pas de commentaires. D'où Jésus Bélédou pour parler politique justement avec ce magazine. Jésus, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, merci de l'invitation, en tout cas, belle cravate. Merci beaucoup. Enfin, tu bêtes en vous aussi. Oh oui, ça me rappelle. Pas de commentaire, hein. Fiston a été. Ouais, justement, j'ai beaucoup appris par ce qu'a dit l'urbaniste sur ce plateau. En fait, je partage son avis dans la mesure où j'étais parmi les personnes qui pensaient qu'il fallait plutôt faire un corridor de la ville de Kinshasa, la ceinture de la ville de Kinshasa, parce que pour résorber la problématique des embouteillages, aujourd'hui, Serge Kabongo, l'urbaniste l'a rappelé ici, les seuls moutons n'ont pratiquement rien apporté. On voit les embouteillages qui continuent à nous faire très mal à Kinshasa. Imaginez-vous, une fois que les ponts de Gili s'écroulaient, pratiquement la partie Tchangosera, une république, dans une république. Non, au Guitalongi a plaidé pour la route Terre Jaune là. Je parle d'abord du pont de Gili. C'est l'unique voie d'accès. L'unique voie d'accès. À part le fleuve Congo. Il y a une grande démographie de l'autre côté. Ça, c'est les premiers points. Le deuxième point, on échangeait avec toi et un député provincial qui est dans la commission environnement. Il nous a fait une révélation qui nous a mis froid au dos. Il dit, dans 100 ans ou 50 ans, la ville de la Gombe risque de s'écrouler, les immeubles risquent de s'écrouler. La commune, hein? La commune de la Gombe. On dit pourquoi? Il dit, sous la commune de la Gombe, il y a les égouts. Les topographes belges ont tracé des égouts, ont creusé des eaux de ruisselle, pas seulement la canalisation des eaux, de la SNEL, les câbles de SNEL, la régie des eaux, etc. Mais il y a des endroits où on ne pouvait pas construire. Mais là, ce sont nos architectes au hein? Justement, c'est ça le problème. Et les architectes, les urbanistes aujourd'hui, ce sont des gens, des oubliés de la République en matière de construction. Mais d'abord, les architectes qui se battent entre eux, il n'y a pas de suré. Oui, mais au moment où nous faisons cette émission, je crois qu'il y a eu un sursaut de tous les architectes du Congo, parce qu'ils ont décidé finalement d'arrêter cette guerre au niveau des instances judiciaires, parce que vous savez, Brunel Djibale, qui était le président du conseil sortant de l'Ordre national des architectes, il avait perdu ses élections lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue, je crois, au mois de décembre, où il y avait 435 architectes qui sont venus pratiquement voter, mais il y avait 375 qui ont suffrage exprimé. Sur les 375 suffrages exprimés, Serge Kabongo, et tous ont pratiquement voté contre Brunel Djibale en faveur de Fillon Ndoboun, qui était le nouveau président du Conseil. L'affaire portée en justice au Conseil d'État, il y a eu beaucoup de remous, mais finalement les architectes se sont dit non, il s'agit quand même de l'Ordre national des architectes, il faut sauver la corporation. Voilà. C'est ainsi qu'ils sont décidés à l'unanimité. Et ceux qui ont voté contre Djibale et ceux qui ont voté pour Djibale comme Ndobouni, ils sont décidés d'aller en Assemblée générale pour ce 13 ici. Okay. Les 13, une nouvelle Assemblée générale. Une nouvelle Assemblée générale. Élective, hein? Élective, justement. Non, pas élective. C'est d'abord, à l'ordre du jour, c'est pour essayer de faire taire les divergences. Okay. Parce que c'est la dernière image de l'Ordre national des architectes. Ça sera pour le 13 ici. Tous les architectes sont conviés. Heureusement que même les caciques, ceux qui étaient plus radicaux contre ces élections, ont finalement décidé d'observer, je crois, l'article 24 du règlement de l'ordre, et des statuts plutôt de l'Ordre national des architectes. Ils ont décidé, sur base de cet article, de répondre à l'Assemblée générale. Ça, c'est la voie de la sagesse. Hein? C'est la voie de la sagesse, et ils vont se retrouver, je crois, le 13. Ça, c'est déjà un bon signal pour dire tous les architectes qui sont responsables et qui veulent sauver leur promotion et leur profession,
qui ne veulent pas voir un jeu de ping-pong au niveau des instances judiciaires, de venir à l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de l'Ordre national des architectes. Merci beaucoup. D'où Josué Bélédou. Et au moins on compris, c'est la voie de la sagesse. Mais chez nous, on part à Mwanda, il y a ceux qui annoncent leur congrès au mois de janvier, décembre. Ce congrès-là n'a jamais eu lieu jusqu'aujourd'hui et on ne nous a jamais donné la suite. Innocent Olinga, je rappelle que D'où Jésus est de Liberté Actu, .cd, et un site aussi très lu ici au Congo comme dans la diaspora. Lui, il est de ScoopRDC.net, Innocent Olinga. Je donne toujours son poste-nom, Lumba E. Innocent, bonjour. El Taes. Il faut faire les complets. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Serge. On ne revient pas sur les embouteillages, sinon ça fait très mal. Tout le monde est obligé de prendre la moto. N'ayez pas honte de dire ça. Moi-même, j'ai pris la moto ce matin. J'ai laissé ma voiture. Je me suis dit, au niveau des Assanef, je n'allais pas prendre ces risques-là de faire 3-4 heures du temps. Or, kiosque m'attendait, bon. Comme tout Quinois, j'ai pris la moto et je suis arrivé quand même à temps à l'émission. Les problèmes des embouteillages, si vous placez un mot, bon, il y a des routes secondaires à réhabiliter. Quand vous prenez par exemple la ville de Kinshasa, nous avons Plateau, nous avons toutes ces avenues-là, si elles sont réhabilitées seulement, ça va désengorger la situation. Merci beaucoup. Merci. On apprend, Monsieur le Président, on apprend que demain vous allez quand même lancer le coup d'envoi de l'avenir Kerjaune. Ça, c'est vraiment des initiatives à encourager parce que cet avenir part de l'Ancélé jusque, je crois, au niveau de Rigini à Lemba. Et c'est aussi une manière de désengorger un peu les boulevards Lumumba. Nous saluons l'implication du député Ogui Kalonji. Et Kalonji, c'est comme ça aussi être un élu du peuple. Deuxième audience, Innocent Olinga. On commence par Kalev ou bien on commence par l'épesté, l'argent alloué. Kalev, il n'a pas répondu, il récuse même son juge. Oui, justement, il a récusé son juge. Bon, les magistrats, les magistrats, parce que c'est lui qui est chargé de l'entendre. Il est de bon droit de tout Congolais quand il voit devant lui un juge ou un magistrat qui a déjà affiché un penchant ou un comportement qu'il va culpabiliser. Il est de bon droit pour chaque citoyen de les récuser. C'est son droit de le faire. Parce que j'ai lu la lettre, j'ai compris que le magistrat en question, Robert Pumbu, c'est ça son nom si je ne me trompe pas, Robert Pumbu, c'est un OPJ qui était directeur de cabinet ou conseiller juridique de l'ancien DG de la DGM. Actuel patron de service. Justement, donc à cette qualité, avec cette casquette, vous comprenez facilement que c'est quelqu'un qui fait déjà partie des services. Et Kalev, lorsqu'il fait son tableau là pour énumérer, répertorier les plaintes contre lui, et ces 12 noms, vous allez comprendre que dans chaque cas d'un plaignant, il fait des observations pour montrer que beaucoup n'ont pas été jugés seulement par l'ANER, il y a eu la contribution des services. Et notamment, ces magistrats-là faisaient partie de ces OPJ-là qui venaient dans les locaux de l'ANER pour entendre les gens, comme ils faisaient partie déjà de la DGM. Donc, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Et Kalev craint un règlement des comptes. De ce côté-là, il a quand même raison. Mais là où nous, on n'a pas été d'accord avec lui, c'est les tableaux là dressés par ses avocats. Il y a un avocat, la maître, qui est bâtonnier, son nom m'échappe, qui essaie de tribaliser les dossiers judiciaires. Mais je suis même une déclaration de Katangé pour... Alors si tout le monde faisait sa déclaration, moi j'ai tous les 5 euros derrière moi. Donc les jours où je serais surpris dans une histoire de viol, par exemple, je ne souhaite pas que ça m'arrive et ça ne m'arrivera jamais. Si je suis surpris dans une histoire de viol, tout 5 euros doit être derrière moi pour demander ma liberté. Donc, mais tous ces il y a des réactions qui ne peuvent pas frustrer ou vaciller la justice. Un justiciable doit répondre devant les juges. S'il est condamné, il est condamné sur base des faits. On ne pose pas les actes par rapport aux avocats. Déjà. Moi, quand j'ai lu le tableau de Kalev et les conclusions de ses avocats, en fait, la motivation, les explications tiennent quand même debout, mais c'est l'intitulé du document qui pose problème. Il parle des tribalos. Là, on n'est pas d'accord avec lui. Parce que pour lui, les victimes ne sont que Kassaïennes
Et les plaignants sont kassaïens. C'est tout à fait normal parce qu'il y a Michel, c'est Mike Nkachama, quelqu'un qui nous a consulté, qui a réagi. Puisque les victimes sont kassaïennes, quoi de plus normal que les plaintes soient aussi kassaïennes? Il voulait que quelqu'un des bandes aille se plaindre pour une victime kassaïenne. Donc ça prouve que sous les régimes, ils avaient martyrisé les kassaïens. Bon, moi je ne veux pas dire ça. Non. Je ne veux pas dire ça. C'est vous qui le dites. Non, je dis ceci. Mais c'est un raisonnement par analogie. Mais ce qui est bizarre dans ces tableaux-là, il y a 3 personnes qui ne sont pas kassaïennes. 2 sont des Katanga et une victime et des Lidiofa, donc des Kouilou. Mais derrière ces gens-là, parce qu'on a toujours tendance à faire valoir la thèse des tribalismes plutôt, qu'elle colle à chaque victime qui n'est pas kassaïenne un avocat kassaïen. Lorsqu'il s'agit de victimes kassaïennes plutôt, qui n'ont pas d'avocats kassaïens, leurs avocats qui sont d'autres provinces ne sont pas cités. Alors cet exercice-là malsain nous a mis mal à l'aise pour dénoncer ces histoires. Et pourtant lui-même Kalev, Serge, il se réclame Katanga, il réclame Kaound. Mais selon nos sources, il est Kanyok. Donc il est de Moueditou, il est de l'ancien Kasaï oriental. Donc il n'a pas kassaïmisé l'affaire, non. Est-ce que les Kassaïens qui disent Katangé derrière Kalev, là, est-ce que, comment il s'appelle, les bâtonnets Mouyambo aussi se retrouvent... Justement, moi je voulais brandir... Oui, Timoulombo aussi se retrouve. Je voulais brandir tous ces noms. Oui, Katumbi aussi. Vous me coupez l'herbe sous les pieds, Serge Kabongo. Je crois que Kalev, il a tellement fait mal aux gens qu'il a peur de son ombre, son propre ombre. Il en a peur parce que... Non, il veut maintenant monter les Kassaïens contre les Katangais, parce que si ces discours-là passent au Katanga, les Katangais risquent de croire que ce sont les Kassaïens qui cherchent la tête de leur frère qui est Kalev. Serge Kabongo. Donc, c'est un expert dans le service. Quand il fait des choses, il sait que quand je touche à ici, ça va sauter là-bas. Kalev est dans une démarche de victimisation. Il veut se victimiser parce que les plaintes, il n'y a pas que les Kassaïens. Vous l'avez cité ici, il y a Mouyambo qui n'est pas Kassaïen, qui est d'ailleurs son frère. Il y a Valo Kibo qui n'est pas Kassaïen, etc. Et donc Kalev, il a tellement fait du mal, comme je l'ai dit ici, et il veut se victimiser. Mais la solidarité dont il fait appel ici, une solidarité tribale d'ailleurs, que nous condamnons sur ce plateau, je crois que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, pourquoi? Parce que même le Katangé n'était pas d'accord avec le pasteur, le fameux pasteur Ngoï Mulunda, je crois, qui prêchait pour le tribalisme dans une messe. On l'a vu. Tous les Katangais n'étaient pas d'accord avec lui, bien que certains essayaient de maquiller les tout sur fond du tribalisme, Katangais, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit l'autre fois, je l'ai rappelé ici, Kalev a tellement des conflits lorsqu'il avait la gestion des services de renseignement, il s'est comporté en militant plutôt qu'en un homme de service, c'est-à-dire quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée. Il a tellement fait du mal de régler des comptes politiques d'abord, parce que j'ai assisté une fois à une réunion au niveau, à une messe au niveau du Kasaï. J'étais au Kasaï, je crois, en 2015. Lorsque vous voyez les prêtres, vous voyez les communautés, vous voyez les jeunes, vous voyez les mamans, vous dire les services de renseignement nous traquent comme pas possible, traquent nos enfants, et les noms de Kalev revenaient sur les lèvres à chaque moment, et même dans l'homélie. Et aujourd'hui, je vous dis, même dans l'homélie, je vous l'ai dit, je peux même prendre un exemple ici, John Chikai, qui était, je crois, c'est un grand notable du Kasaï central, il peut témoigner ce que je dis ici. Et donc, ces victimes-là, tous ces victimes-là, ils se disent martyrisés par Kalev par le simple fait qu'ils ont appartenu à un certain moment à un parti politique. Attendez, est-ce que c'est un péché que d'avoir un avocat du Kasaï? Ce n'est pas un péché. Moi, mes amis sont des Kassaïens. C'est pourquoi je dis, il est dans une démarche de se victimiser. Mais pourquoi aller chercher l'identité, l'origine de l'avocat de ces victimes? C'est ça sa démarche, mais je crois que la justice ne va pas reculer, on l'a vu. C'est de son droit, comme l'a dit de solliciter la déportation d'un juge dans une affaire, des magistrats aussi. Mais le plus important ici, c'est que la justice doit faire son travail. Les victimes sont là et leurs plaintes sont fondées. Il y a Mouyambo qui est là, il a été martyrisé, il a été mis en prison pour des faits politiques. Et Kalev, aujourd'hui, quelques années plus tard, on le voit dans une marche d'un parti politique, on le voit faire des déclarations politiques qui vont dans le sens de dire non, mon autorité morale, Joseph Kabila, et
on pouvait le comprendre parce que il y a aussi certains administrateurs qui ont travaillé dans l'ANER qui aujourd'hui sont politiques. Mais on voit un peu les moments, les prétextes. Vous quittez à peine. D'ailleurs, il n'avait même pas démissionné de l'ANER. Kabila n'est plus président de la République. Kabila est dans une démarche politique avec son parti les PPRD, mais on voit Kalev se joindre au FCC. Allez, on va rester démissionner. Et c'est là où les victimes politiques, notamment les Mouyambou et les autres, ont dit effectivement, ce monsieur nous a réglé des comptes parce que nous étions politiques, pas parce que les services voulaient. Vous vous rappelez la fois passée, notre aîné Moïse Moussangana, qui a intercepté la conversation de Kalev avec un général pour lui dire Batouana, Francis Kalombo, Bazana du sauté, donc, et les générales, et lui, le patron, les gens quand la banque a pu perdre. Donc, vous comprenez comment l'État fonctionne. Mais les défauts de Kalev, c'est quoi? C'est la brutalité. Moi-même, je l'ai vécu à Kampala. Avant de parler de Kampala, le problème avec lui, c'est que quand les chefs toussaient, Moufunga, donc, au lieu de lui apporter un verre d'eau, vous voyez, c'est bon. Laissez-moi. Il s'amène avec une machette. Quand on dit Moufunge Balamoko, Katakata. Voilà. Donc c'est ça, ça brille. À Kampala, moi, dans les négociations entre le gouvernement et l'M23, j'étais là, j'étais avec Kalev, j'étais avec tout ce monde-là. Mais une fois à l'hôtel Serena, quand ça a essayé de capoter vers 3h du matin, mais c'est lui qui est sorti en train de crier tous les halls. Imaginez les gens qui prenaient leur café, donc on était sursautés pour voir quel est ce monsieur-là qui est en train de criailler dans les halls. Au lieu de traiter cette affaire. Non, appelez la presse, nous allons tomber de sa caca, un patron de service. Un patron de service, s'il vous plaît. Et qui l'a calmé? Charles Poto. Merci beaucoup, Innocent Olenga, pour ces compléments d'information. C'est ça le journalisme, la beauté de ces journalistes. Parce que nous sommes les historiens du présent. Voilà. Il ne vaut pas de quelque chose qui date d'il y a 7-8 ans. Ça, c'est vraiment merveilleux, très cher Innocent Olenga. Question ce matin, à Van Kalev, il y a eu des gens qui ont travaillé dans les services. Il y a la famille, moi personnellement, il y a la famille. Vous avez des gens comme les Goga, vous avez des gens comme le Rwanda, les Leta Mangasa, vous avez des gens comme les Darouezi, vous avez Atundu. Pourquoi Darouezi est aujourd'hui en paix? Atundu en paix. Le Kondo en paix. Ce sont des gens qui ont travaillé dans les services. Serge, vous savez même aux États-Unis, on n'a pas de temps. On va le couper peut-être une fois les patrons de la CIA, une fois seulement, peut-être le jour il est nommé. Très bien. Mais Kalev, on le voyait pas. Un mot, c'est de lui des pêches, du sel. Un mot, pas trop de fixation, soit on ne va pas avoir beaucoup de temps sur Kalev. Un mot sur cette deuxième audience de ce procès en foraine hier à Makalam. Je suivais les procès jusqu'à 20h. Les couvre-feux, vous avez suivi les débats entre les partis civils, vous avez aussi les parquets, mais aussi la défense qui sollicitait la disjonction de l'affaire. Je ne sais pas comment expliquer aux téléspectateurs, c'est-à-dire on veut que la question soit séparée et que l'IGF, l'inspecteur général de l'enseignement soit jugé lui seul et que les patrons des CECOP aussi soient jugés lui seul parce qu'on ne veut pas. C'est ça ce qu'on appelle la disjonction de l'affaire. J'aurais bien voulu qu'un juriste soit sur le plateau pour nous édifier davantage. Mais on a dit net que les partis défenderesses ont demandé une remise à la week-end, mais ça n'a pas marché. Le juge a dit niet, on revient le jeudi prochain parce qu'on doit aller dans la célérité parce qu'un procès au pénal requiert la célérité. Justement, Serge Kabongo, moi j'ai bien fait en tout cas des patience de voir ce procès s'ouvrir parce que lorsque l'IGF a fait son rapport faisant état des millions de dollars de la gratuité de l'enseignement volatilisé à 62 milliards de francs congolais. 62 milliards de francs congolais chaque mois, en plus de cela qui s'est volatilisé, certains ont pris qui journalistes, qui politiques, qui société civile pour leur défendre sur les plateaux de télévision, etc. Mais aujourd'hui finalement, lorsque nous suivons le procès des prêts, on voit qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de l'EPST. Imaginez-vous par exemple, parce qu'il y a plusieurs affaires, notamment dans ce procès. Il y a d'abord ce qui concerne les frais de fonctionnement où les directeurs de CECOP et l'inspecteur général sont mis en cause. Et il y a aussi dans l'autre affaire, toujours dans le cadre du même procès, cette histoire des 7 millions de dollars destinés à
à l'examen d'État en 2019. Et 7 millions de dollars, l'IGF, selon son rapport, on a répertorié que 2 millions de dollars qui ont effectivement servi. Ils ont retracé les 2 millions. Et les 5 millions. Et les 5 millions, on a assisté à un jeu de ping-pong où l'inspecteur général, par exemple, vous dit, vous voyez une liste des personnels, mais la liste de plusieurs individus avec une même signature. C'est-à-dire que tous les individus ont signé de la même manière. Et lorsque vous posez la question, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, on vous dit, c'est notre pratique maison. C'est des pratiques maison. Donc, les pratiques maison, cela veut dire quoi? C'est sur ordre de la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est qui? C'est Willy Bakonga. Donc, vous voyez, avec autant de légèreté qu'on gère l'argent de l'État. Il a même fait une digression pour dire comment on peut aller dans une banque retirer son argent et tous, on vous impose la même signature. Donc, ça ne se passe pas. C'est inadmissible. On a géré les fonds destinés à la gratuité et l'enseignement avec beaucoup de légèreté et ça, on l'a découvert dans ces procès. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette histoire des frais de fonctionnement où on a parlé, par exemple, s'agissant de l'inspecteur général, on lui reprochait les 560 millions de francs congolais. On parle des millions de francs congolais qui se sont dévolatilisés dans la nature. Pas seulement ça, il y a 345 millions de francs congolais qui étaient destinés à l'achat des matériaux des frais, c'est-à-dire les livres, etc., pour offrir aux enfants. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le directeur. Non, je vais il y a le directeur de Sécopé à qui on reproche 13 milliards de francs congolais qui fait pratiquement 6 500 000 dollars des francs congolais s'agissant des fictifs. En fait, c'est limité à la police, etc. Et donc, lorsque vous voyez tous ces individus, ils ne savent pas justifier la destination de tout cet argent dans ce procès. C'est pourquoi ils jettent, certains veulent protéger Bakonga, d'autres encore ne veulent pas protéger Bakonga. Il restera un jour de comparaître. Un peu à demi-mot, lorsqu'ils disent il a sur ordre de la hiérarchie, c'est-à-dire on attend le renseignement Bakonga finalement pour nous faire un peu la lumière sur tout ceci. Merci beaucoup. Innocent Olenga, ça peut s'apparenter, excusez-moi, à un sabotage de la gratuité. Mais est-ce que ces gens-là ne sont peut-être pas condamnés d'avance parce qu'on se dit c'est un programme phare du président de la République et ça fera partie de son bilan demain. Alors, si ce bilan-là n'est pas élogé, on peut se cramponner derrière ces procès pour dire voilà, j'avais prôné la gratuité et ceux qui l'ont torpillé sont là et ils ont été jugés et condamnés. Oui, les condamnés en avance, non. Sinon, on n'aurait pas organisé les procès. Les procès, c'est pour établir leur culpabilité, leur démontrer que vous avez vraiment volé l'argent de l'État. Mais Serge, imaginez-vous, quand on parle de 62 milliards de francs congolais, nous minimisons les francs congolais. Il y a moyen de... Non, s'il vous plaît, il faut faire les chiffres parce que cette émission est en direct sur YouTube. Quand les Français nous suivent, les Belges, quand on dit des millions, est-ce qu'ils vont trouver que nous sommes moins serrés? Oui, mais ça vous fait 31 millions de dollars. Chaque mois. 31 millions de dollars. Mais nous sommes... L'argent que le président va chercher à la Banque mondiale. Nous sommes prêts à tendre notre main comme des mendiants pour solliciter 5 millions. Serge, il y a des projets. 31 millions, on investit dans les barrages KTN1 ou Kakobola. Oui. Si on investit 31 millions, on a déjà résolu. Même on peut réhabiliter. Vous prenez les 31 millions là, on aura combien de centrales hydrauliques dans ces pays? Combien de kilomètres de route? Combien de kilomètres de route avec cet argent? Et les procès, bien sûr, il a deux parties. Parce que la première partie, parce que tout le monde s'est focalisé sur Willy Bakonga. Oui, bien sûr, il est renseignant peut-être devant... Les statuts peuvent changer. Oui, les statuts peuvent changer. Il peut être converti en prévenu. Mais il y a une première partie qui ne les concerne pas. La partie de juin 2019, là, il n'était pas encore ministre. Donc, vous comprenez facilement que dans les PSP, les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de programmes qui sont financés et c'est là où il y a aussi des gens qui mangent bouche fermée. Donc ils ne vous parlent pas. Quand vous les voyez passer à la ministre, il y a une ministre parce que mais les gens n'ont pas de les regards là-bas. Merci beaucoup. Mais alors, ça nous aide parce que j'ai suivi la première audience avec un ministre qui m'avait appelé. Heureusement, malheureusement, j'arrive dans son salon, c'est le procès là, il est en train de les suivre. Et il m'a dit, bon, à l'État, il faut les suivre avec ça. Et là, il monte les cas, il vous dit, avec ces procès-ci, il faut les mots abattre. Il y a l'État,
à ça on était vieux McLending à l'ouaké moi l'état il faut aider là ce que c'est l'été pour en côté innocent les émissions PB c'est que monsieur ici on va revoir la tête je devais compléter non vous savez les parents ont payé les frais la gratuité de l'enseignement visait la suppression de la prise en charge des parents, etc. Mais on vous dit dans ce procès, par exemple, que l'EPST a demandé aux parents de payer tous ces frais en 2019. Et donc, à quoi auront servi les 7 millions de dollars décaissés par l'État congolais? Ah oui, ça c'est un pan. Le deuxième pan. Les derniers. Si on s'intéresse, les derniers. Oui, les derniers. Qui agrée les écoles? Ce n'est pas les secrétaires généraux seuls. Parce que le secrétaire général peut faire une proposition. Et dans les commissions d'affectation. Après l'agrément. L'agrément, c'est le ministre qui agrée par un acte qu'il va prendre. Et donc, c'est là où je dis il y a une responsabilité. Mais après, l'inspection générale de l'enseignement passe pour les contrôles physiques et de viabilité de l'école. On voit qu'il y a eu une complicité. Exactement. Merci beaucoup. Vous avez suivi les recommandations. Ça donne l'impression qu'on invite par rapport au temps nous est imparti. Vous avez suivi les confessions religieuses. Je n'aimerais pas qu'on se fixe sur les catholiques. C'est vrai qu'Ambon a été reçu comme archevêque, cardinal, mais les confessions religieuses, somme toute, on dit il faudrait que les critères de compétences soient démises, mais aussi des gens pétris des questions d'éthique, et ceux qui doivent donner l'espoir au peuple congolais. C'est des consultations de plus ou bien